Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alix, instructrice certifiée en symptothermie et fondatrice de Magic Ovaries. Je vous propose des accompagnements sur mesure pour apprendre à décrypter votre cycle menstruel en suivant la glaire cervicale et la température du corps au réveil. D'ailleurs, sur tout le mois d'avril, je vous retrouve tous les lundis à 19h30 pour des webinaires dédiés à la compréhension du cycle menstruel. Toutes les infos pour vous y inscrire se trouvent en description de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager une interview du docteur Rigour, qui est pédiatre et directrice du Lactarium d'Île-de-France, basé à l'hôpital Necker. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment se passe l'allaitement, comment le sein fabrique du lait et en quoi l'allaitement maternel est important pour le nourrisson. Dernière chose avant de vous laisser découvrir cette vidéo, si vous voulez soutenir cette chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à celle-ci et de laisser un petit commentaire. La glande mammaire, elle a été déjà maturée par la puberté et elle va en effet continuer à maturer par l'évolution de la grossesse avec une modification un petit peu du tissu glandulaire qui se mature et puis surtout une implémentation un petit peu mammaire avec du tissu graisseux qui va s'accumuler, qui est un petit peu ces réserves qui vont servir après entre autres à la production lactée en dehors des autres réserves du corps qui se modifient, qui servent aussi à cette production lactée tout au long de la lactation. Ça commence rapidement et ça s'accélère un petit peu sur la fin de la grossesse, sachant que le point très important, c'est que globalement, on peut allaiter sans avoir été enceinte. C'est-à-dire qu'une maman qui adopte, un couple de femmes avec la conjointe coparent qui souhaite allaiter aussi ce bébé, et que ce soit du coup un co-allaitement par deux mamans, c'est envisageable. Ça veut dire que la glande mammaire, elle n'a pas forcément besoin d'avoir entre guillemets subi une grossesse, et même si la grossesse s'écourte rapidement parce qu'il y a un accouchement par exemple très prématuré, il y a vraiment une limite de la viabilité, la glande mammaire est aussi capable de produire du lait. Donc après, c'est surtout le phénomène finalement d'initiation de la production lactée, puis de l'entretien de la production lactée qui va permettre la production. Voilà. Au niveau de l'aréole, il y a tout un tas de récepteurs sensitifs qui vont par soit la tétée du bébé, soit l'expression manuelle avec donc les propres mains de la maman ou d'un soignant, soit le tire-lait, entraîner un influx nerveux qui, au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, va favoriser la production de deux hormones, la prolactine qui va enclencher la production de lait et l'ocytocine qui va favoriser la libération du lait et en même temps l'involution utérine, et c'est l'hormone du bien-être qui permet aussi à la maman de se réendormir facilement après les tétées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu glandulaire capable de produire du lait, il est quelque part déjà là avant que la grossesse se mette en place. Et on a prouvé que des mamans qui accouchaient très très précocement à des termes extrêmes, elles sont capables de produire des litres et des litres de lait. Donc on n'a pas besoin de mener une grossesse jusqu'à 40 semaines pour produire du lait. Donc voilà. Et après, c'est vraiment le mécanisme de la production qui va enclencher. Ce mécanisme, à l'inverse, peut être inhibé par certains facteurs autour de l'accouchement. Principal facteur, ça va être si finalement cet influx sensitif n'arrive pas au niveau du cerveau. Et c'est par exemple le cas des mamans qui auraient éventuellement des chirurgies mammaires, chirurgie de soit diminution mammaire ou d'implant mammaire, surtout s'il y a une cicatrice péri-aréolaire avec une section des terminaisons nerveuses. On laisse en général souvent 2-3 ans pour que ça commence un petit peu à se réorganiser, mais parfois l'influx nerveux ne peut pas être de nouveau fonctionnel, et c'est des mamans qui peuvent avoir des vraies insuffisances de production lactée. À l'inverse, on peut avoir des mamans qui vont mener une grossesse et avoir une rétention du placenta, avec donc ces hormones qui inhibent un petit peu la production lactée tant que le bébé finalement ne sort pas. Et en cas de rétention placentaire, on peut avoir une production lactée entravée par les hormones de la grossesse. Mais le principal facteur finalement, c'est réellement le stress et le niveau de stress de la maman. Voire éventuellement quand il y a des déclenchements, des césariennes avant terme, finalement cette espèce de maturation physiologique qui permet à la fois au bébé de sortir, c'est cette maturation hormonale qui lui permet de progresser dans la filière vaginale, maturation hormonale qui le prépare à la naissance à bien s'adapter à la vie extra-utérine, elle prépare aussi la glande mammaire à produire du lait. Et du coup, s'il n'y a pas ce phénomène naturel, eh bien il peut y avoir
une plus grande difficulté à mettre en route la lactation avec un retard de la montée de lait. Bon, sachant que évidemment on peut contrer, on va dire, ce retard par une stimulation précoce et efficace, essentiellement par la présence 24-24 du bébé sur la maman, le pot à pot, la stimulation manuelle qui vont favoriser du coup la montée de lait, même s'il y a eu un déclenchement, une césarienne avant terme. Ça va être très très variable. Les premières gouttes de lait, c'est le colostrum, c'est ce concentré sucré-salé qui est souvent produit même parfois dans les dernières semaines de la grossesse. D'ailleurs, certaines mamans qui peuvent avoir des freins à la mise en place de la lactation, mamans qui ont des diabètes déséquilibrés ou comme ça, ou qui savent qu'elles vont être déclenchées ou qu'elles vont être césarisées, font une stimulation manuelle pour déjà produire un peu de colostrum sur la fin de la grossesse et en avoir plus à disposition de leur bébé. Ce concentré, c'est le premier finalement vaccin du bébé, alors qu'il perd progressivement les anticorps que lui amenait le placenta, puisque le placenta a été expulsé. Il n'a pas encore été vacciné, puisqu'il ne rentre pas dans le programme vaccinal. Eh bien, on lui transmet tout un tas d'anticorps, de facteurs anti-infectieux, tout un tas de substances, telles que les oligosaccharides, qui sont très riches dans le colostrum et qui va le protéger finalement contre un environnement à risque d'infection bactérienne, virale à la naissance. Et donc c'est aussi finalement quelques gouttes qui sont complètement adaptées à la taille de l'estomac. Ça, c'est la taille de l'estomac d'un bébé qui vient de naître. Et ça, c'est l'équivalent de la taille de l'estomac d'un bébé à une semaine. Donc c'est quelques gouttes de colostrum, c'est un concentré sucré-salé qui permet donc de libérer toute l'immunité nécessaire pour protéger les enfants face finalement à ce choc d'un seul coup. Il est exposé à des germes de l'environnement. Mais c'est aussi surtout finalement une substance qui a des propriétés antidéshydratantes et laxatives qui va permettre à l'enfant d'éliminer rapidement son méconium et d'éviter un facteur surajouté de jaunisse, on va dire, par une lenteur du transit. Et puis aussi, grâce à ses propriétés antidéshydratantes, ça va permettre aussi de prévenir une grosse perte de poids. De toute façon, les enfants perdent systématiquement du poids à la naissance. C'est des éponges in utero dans le milieu aquatique et toute l'eau qu'ils accumulent sur la fin de la grossesse leur sert justement à perdre du poids, mais de façon physiologique dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. Et on a d'ailleurs retrouvé des enfants sous les décombres à Mexico d'un tremblement de terre dans les années 80. Ils étaient restés 2 jours auprès de leur maman, ayant reçu le colostrum de leur maman, et au bout de 3 jours, ils étaient pas... Alors, j'utilise des mots scientifiques, pas jaunes, donc pas ictériques, pas déshydratés, pas hypoglycémiques, grâce aux quelques gouttes de colostrum qu'ils avaient. Donc, je dis toujours que si des enfants sont capables de survivre à 3 jours sous les décombres d'un tremblement de terre à Mexico dans les années 80, ils sont capables de survivre à 3 jours en maternité avec juste le colostrum de leur maman. Et donc, tous les enfants compétents qui n'ont pas été réanimés à la naissance, dont les mamans sont bien vigiles, peuvent et doivent avoir le colostrum de leur mère et n'ont besoin que de ça. Après, il va y avoir la montée de lait qui va se mettre en place. La maman va ressentir des sangs en général qui vont être un petit peu durs, un peu inflammatoires, un peu chauds, elle peut avoir un petit peu de fièvre. Et c'est donc la machine mammaire qui se met en fonctionnement. Il y a une réaction inflammatoire finalement de la glande mammaire à cette nouvelle substance qui apparaît dans le sein. C'est une espèce de réaction contre l'hôte. Et donc cette montée de lait avec toute cette symptomatologie un petit peu grippale, c'est normal, c'est la physiologie. Pour autant, pour qu'elle passe vite et qu'on rentre dans une production lactée, eh bien, on a toujours besoin de 3 éléments. La proximité mère-enfant, le pot à pot et les tétés à la demande. Et c'est vrai que si le bébé est un petit peu endormi, si le bébé est dans des conditions un petit peu particulières, il va être moins on va dire, disposé à téter, surtout s'il n'a pas eu cette fameuse tétée d'accueil. Cette tétée d'accueil, c'est le moment où il a cette vigilance extrême sur le plan hormonal, où il est capable d'aller seul ramper sur le ventre de sa maman, atteindre le sein et prendre le sein en bouche correctement, dans une position qui est dite physiologique. C'est la position du biologique nurturing, où il est comme ça sur sa mère. Et finalement, la position qu'a la maman quand elle vient d'accoucher, avec son bébé sur elle en biologique nurturing, c'est cette position-là qu'il faudrait continuer à reproduire à chaque fois. Et donc, s'il n'a pas eu tous ces 3 événements, donc la tétée d'accueil avec le réflexe de fouissement, la cohabitation et le pot à pot, en effet, du coup, il va moins stimuler la glande mammaire.
il y aura un retard à la montée de lait, puis surtout, la maman va avoir du mal à passer ce cap de la montée de lait avec des seins qui peuvent devenir de plus en plus durs, et là c'est le cercle vicieux. Ils deviennent tellement durs qu'il a du mal à téter, et là c'est là souvent que malheureusement on introduit le tire-lait ou un biberon, voilà. Donc l'idée c'est que là, la glande mammaire se met en action, et elle va se mettre à produire le lait. Et alors après le lait, eh bien, chaque jour il est différent, il va être différent d'une mère à l'autre. Une maman qui mange très épicé aura un lait épicé. Donc selon les ethnies, on a des goûts différents et l'enfant va reconnaître le goût du liquide amniotique. Et ça fait 9 mois qu'il tète le liquide amniotique, donc il va continuer à téter le sein de sa maman activement pour passer le cap de la montée de lait et après entretenir la production lactée, parce que ça lui fait un mémo. D'ailleurs, quand on fait des petites expériences à l'Institut du goût avec des lapros et qu'on leur met sur un petit papier test, le liquide amniotique, le lait de la lapine et un lait artificiel, ils s'orientent d'abord vers le liquide amniotique, puis le lait de leur propre mère, et puis après le lait artificiel. Donc c'est exactement pareil. Et puis, donc, ce colostrum va se transformer, va devenir plus blanc, plus gras, et va ressembler à du lait, très en général un petit peu orangé au départ, parce qu'il y a encore plein de propriétés anti-infectieuses. Et puis, en fonction de la quantité de graisse qu'il y a dedans, mais il apparaîtra plus crémeux. Globalement, après, il y a une adaptation de la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'en termes de quantité de lait, plus la glande mammaire est vidée, plus elle produit. Donc s'il y a des jumeaux, ben on produit plus. S'il y a des triplés, on produit plus. À l'inverse, quand une maman commence, entre guillemets, la diversification, par exemple, de son bébé, il a mangé une purée, il a mangé une compote, il commence à être rassasié. Et donc, il va téter moins activement. Le lait qui est produit dans les glandes mammaires va stagner et va entraîner un rétrocontrôle localement au niveau de la glande mammaire pour faire diminuer la production lactée. Et donc, une mère produit plus pour des jumeaux, une mère diminue sa production lactée au moment de la diversification, par exemple. Après, la qualité du lait, elle va changer et elle va être adaptée un petit peu aux besoins de l'enfant, à l'âge de l'enfant, bien évidemment, mais surtout à la quantité de lait que la maman produit. Et on sait que plus une mère produit du lait, plus globalement, le lait va être un peu dilué. Moins une mère produit, plus il est un petit peu concentré. Et donc c'est vrai qu'on a des mamans qui vont produire 1,5 litre par jour et d'autres 700 ml, et les deux enfants auront une courbe de poids identique. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une adaptation des calories au volume. Pour autant, certaines mamans qui accouchent très prématurément et dans les premières semaines de lactation ont souvent un lait un petit peu plus riche en termes de protéines et de calories. C'est adapté finalement à ce besoin qu'ont les bébés d'avoir plus d'apport. Voilà. Mais on peut trouver des mamans qui sont à un stade très avancé de la lactation, mais qui ont encore des laits très riches, comme d'autres qui sont à 3 semaines de lactation et qui ont déjà un lait moins riche. Et donc, il y a une compensation de l'enfant par le volume, et il va téter peut-être plus fréquemment pour s'adapter. Le lait de mère est sans cesse en évolution. Il y a sans cesse une adaptation. Quand une maman a une infection avec une inflammation, une mastite, la glande mammaire se défend. Et donc, il y a un élargissement de tous les espaces entre les cellules qui fait passer toutes les cellules immunitaires dans le lait pour lutter contre cette inflammation. Et donc, le lait change un peu d'aspect, il redevient un peu colostral. Et c'est pas qu'il est mauvais, c'est parce que la glande mammaire se défend. Et il y a le sel qui passe à plus, il est un peu plus sodé aussi. Voilà. Donc, l'enfant au début peut être un petit peu gêné. Et justement, quand il retourne allègrement au sein, on dit que la glande mammaire a bien fait son travail et qu'elle s'est défendue. Là, je vous remonte un petit exemple. Là, vous avez un sein avec qu'est-ce qui se cache derrière, évidemment, la peau. Tout d'abord, en général, beaucoup de tissus graisseux qui les réservent. Et après, encore une fois, je voulais d'emblée lutter contre une idée reçue. La taille des seins ne va pas jouer sur le volume de lait produit. On peut avoir des petits seins produire beaucoup de lait et à l'inverse, d'accord? Donc, derrière ceci, vous avez tout un tas de lobules. Dans le lobule, quand on zoome dessus, il y a une couche de cellules épithéliales qui sont les lactocytes, qui est l'unité fonctionnelle qui va produire le lait. La production de lait, elle se fait en continu. Et donc, on produit, il tète en vide, ça continue à produire, il tète en vide, voilà, avec un débit de production qui est variable en fonction, en effet, de la rapidité de vidange et d'extraction du lait. Et puis, lors de la tétée, se libèrent donc des hormones qui vont permettre l'extraction du lait, mais c'est surtout au départ, donc l'ocytocine, mais c'est surtout après l'effet de vide du bébé, indépendamment de l'ocytocine. Cet effet de vide, il est position dépendante. Pour que le lait progresse de ces lobules
vers finalement l'estomac du bébé, il faut surtout qu'il soit bien positionné. Et en étant bien positionné au niveau de la façon dont il met le sein en bouche, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire un effet de vide efficace, qui va être capable d'extraire le lait. Et s'il est mal positionné, non seulement il ne va pas bien extraire le lait, donc il n'y aura pas suffisamment d'extraction, pas suffisamment de production, il va perdre du poids. Il peut y avoir un engorgement qu'on n'arrive pas à contrôler. Et puis, s'il est mal positionné, il va surtout entraîner des forces au niveau de cette zone-là, d'étirement, et ça va créer des douleurs et des crevasses. Donc globalement, à la phase où la mère commence à produire du lait, les signes qui nous font dire que tout se passe bien, c'est un bébé qui est bien positionné, une mère qui n'a pas de douleur, pas de crevasse, et qui, comme elle commence à produire du lait et que il vide, elle sent progressivement ses seins se vider, s'assouplir. On entend le bébé déglutir, il a des selles, des urines. Au niveau de l'aréole mammaire, donc il va y avoir du coup des pores qui vont permettre l'extraction du lait, que la maman voit très bien. Alors surtout les mamans qui ont des réflexes de digestion forts, on voit bien le lait sortir. Il peut y en avoir 5 à 10, ça va dépendre un peu des mamans. Il peut y avoir d'ailleurs parfois qui se bouche un peu sur un liquide, sur une anatomie un petit peu particulière, sur une compression extrinsèque qui serait faite par la mère qui positionne le doigt ou le soutien-gorge comme ça, ou sur un lait un peu gras, ça peut entraîner un canal bouché qui peut entraîner une rétention de lait et même une inflammation. Et puis au niveau du mamelon et de l'aréole, il va y avoir aussi les tubercules de Montgomery qui sont des glandes finalement un peu sébacées, si vous voulez, qui produisent un petit peu des phéromones qui vont favoriser, surtout au tout départ, l'attractivité du bébé vers la glande mammaire pour aller téter au tout départ, qui vont aussi lubrifier le mamelon et l'aréole pour faciliter la tétée, le protéger aussi. Et donc ce qui est vraiment magique, c'est que dans le lait, il y a plein de propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires qui vont faire que cette zone très sensible quand même, parce qu'exposée à quand même une force de tétée fréquente et un peu humide parce qu'il y a la tétée, va être protégée. Et surtout dans la salive du bébé, il y a aussi des mucines qui sont des propriétés qui vont protéger le mamelon et l'aréole de la tétée. Ce qui fait que quand on met un bout de sein, par exemple en silicone, il n'y a plus cette propriété. Et donc ça va non seulement freiner une éventuelle cicatrisation ou une protection du mamelon et de l'aréole, mais aussi ça peut, par un défaut de stimulation, parce que du coup il y a un écran, retarder la montée de lait et freiner la production lactée et limiter la prise de poids du bébé. Il y a tout un tas de modifications au niveau de la glande mammaire qui sont des modifications épigénétiques, qui sont liées à l'environnement propre des cellules dans leur contexte. Et donc quand on décide de sevrer, soit on espace les tétées, ou c'est le bébé qui espace les tétées, soit on tire moins son lait. L'espacement des tétées est lié soit à l'introduction de lait artificiel, soit à l'introduction d'une diversification. Et donc il y a une stagnation de lait dans la glande mammaire. Et cette stagnation de lait dans la glande mammaire entraîne à la fois un phénomène un peu de compression, qui va entraîner un message de stretching et des forces et qui vont limiter la production lactée, mais qui entraîne aussi une espèce d'inflammation qui va entraîner un rétrocontrôle négatif de la production lactée. Et donc il va y avoir une involution du tissu glandulaire mammaire qui va redevenir un petit peu à son état pré-production lactée. Le premier lactarium, il a été créé en 1908 en Autriche. Après, il y a eu une extension en Europe et c'est en 1947 que le premier lactarium a été créé en France par le professeur Lelon à l'Institut de Puériculture qui existe encore. C'est un bâtiment le long des Maréchaux où il y a encore l'école de puériculture et l'école d'auxiliaire et où le lactarium régional d'Île-de-France était là-bas depuis 1947 et en 2012 il a été transféré, donc ce lactarium régional d'Île-de-France qui gère toute la collecte et la distribution du lait pour les nouveau-nés fragiles d'Île-de-France, a été transféré à l'hôpital Necker Enfants Malades et au sein de la PHP, du coup, en 2012. Et moi, j'y suis depuis 2002, donc ça fait, ça fait 22 ans. Donc, je suis responsable de ce lactarium. Et l'ensemble des médecins responsables des lactariums sont là depuis très longtemps. Et ils se réunissent au sein d'une association, l'association des lactariums. Et c'est vrai qu'on est là depuis finalement, on a il y a une maîtrise, une connaissance de tout l'historique et de toutes les phases par lesquelles sont passés les lactariums en termes de management de qualité, de progression des contrôles, de progression de la législation. Pourquoi il y a des lactariums ? Eh bien parce que il y a certaines mamans qui ne peuvent pas
ne veulent pas allaiter. Ça peut être les cas par exemple pour des mamans qui vont accoucher très prématurément parce que de façon on découvre qu'elles ont un cancer par exemple et on doit extraire le bébé très rapidement pour mettre en place une chimiothérapie qui va contre-indiquer l'allaitement maternel. À l'inverse, il peut y avoir des mamans qui vont avoir une pathologie de la grossesse qu'on appelle la prééclampsie. L'éclampsie, c'est des hypertensions qui peuvent aller jusqu'aux convulsions et qui vont faire que ces mamans ont souvent besoin de réanimation, de traitement. Et quand elles sont en réanimation, elles ont du mal à mettre leur bébé au sein, du mal à tirer leur lait. Et souvent, leurs bébés sont extraits d'ailleurs très précocement. Donc, elles vont initier une lactation via un tire-allaitement. C'est-à-dire que leur bébé n'a pas les compétences pour aller au sein, n'a pas non plus les moyens sur le plan métabolique de tolérer une alimentation discontinue et n'a surtout pas un intestin, un estomac suffisamment développé pour tolérer les quantités de lait dont il a besoin pour grossir. Donc il va avoir une partie de son alimentation qui va être donnée par une perfusion et puis on va commencer l'alimentation très précocement. Et donc pour ces bébés, qui quelques heures avant de naître étaient encore dans le ventre de leur mère et déglutissaient en permanence le liquide amniotique. Là, ils vont être dans un milieu aérien, agressif, et on va essayer de reproduire quelque chose qu'ils avaient in utero, c'est-à-dire commencer l'alimentation très rapidement, dès les premiers jours. Et là, le seul moyen de les nourrir, quand ils naissent très précocement, c'est avec du lait de femme. C'est-à-dire qu'actuellement, un accouchement dit à terme, c'est 40 semaines, 3 kilos. La prématurité, c'est d'être en dessous de 37 semaines. Petit poids de naissance, c'est en dessous de 2 kg. Et il y a des grands prématurés qui naissent en dessous de 32 semaines et qui font à la naissance moins de 1500 grammes, voire des extrêmes prématurés qui naissent en dessous de 28 semaines et en dessous de 1000 grammes. Et tout cela ne peuvent être nourris par autre chose que du lait de femme. Ils ne vont pas du tout tolérer le lait artificiel, ils vont faire des complications infectieuses, ils vont faire des complications digestives, ils risquent d'avoir des complications même cérébrales avec un devenir en termes de croissance et de développement qui sera altéré par le fait qu'ils sont nourris avec du lait artificiel. Donc on va faire en sorte, et c'est le rôle des professionnels de santé dans les services de néonatologie, d'accompagner au mieux ces mamans dans leur allaitement maternel, de leur en parler même avant l'accouchement, pour qu'elles soient bien, on va dire, informées sur les conditions d'allaitement, c'est-à-dire le recueil du colostrum, le tire-lait, le pot à pot, le séjour en néonat, etc. Et puis, pourtant, alors qu'on les a bien briefées, elles ont une glande mammaire qui va progresser comme toute autre glande mammaire. C'est-à-dire qu'au départ, elle va produire que quelques gouttes de colostrum, puis va se mettre à avoir une montée de lait au bout de quelques jours, parfois retardée par les circonstances de naissance. Alors que leur bébé doit être nourri tout de suite. Donc, on les nourrit avec quoi? Du lait de don. Dès que la maman après commence à avoir du lait, eh bien, on va relayer par le lait de leur propre maman. Et il peut y avoir de temps en temps besoin que ce lait soit pasteurisé. Et donc là, les lactariums sont là pour pasteuriser le lait d'une mère ayant accouché prématurément pour son propre bébé, ce qui permet de sécuriser le lait par rapport à un risque éventuellement de transmission d'agents bactériens ou d'agents viraux tels que les cytomégalovirus, mais aussi la pasteurisation va permettre d'avoir un lait, on va dire, plus stable sur le plan de ses propriétés et plus facilement préparable pour être administré à l'enfant. Parce qu'en général, il est préparé du coup dans des biberonneries, on ajuste vraiment au gramme, microgramme près les apports en protéines, en vitamines, etc. Ce qu'il est difficile de faire dans les unités de soins. Donc l'avantage aussi de ce lait, c'est que c'est un lait qui va être facilement, on va dire, ajustable pour être adapté aux prématurés. Le don en France, il est mal connu dans tous les domaines, que ce soit le don d'organes, le don de sang, etc. Il y a toujours un manque de dons dans tous les domaines. Et on manque encore plus de dons dans le domaine du don de lait. Parce que c'est excessivement mal connu, premièrement. Deuxièmement, parce que la cible qui peut donner, c'est une niche. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir été enceinte, produire du lait, et puis, après, avoir une lactation qui se passe bien. Parce que si on a une lactation qui est chaotique, avec déjà un bébé qui est sur la sellette parce qu'on trouve qu'il ne grossit pas, etc., on ne va pas avoir de surplus de lait pour donner. Sachant que chaque goutte compte, mais que globalement, un prématuré de 1 kg a besoin pour la journée, pour son régime, de 150 ml. Donc après, les lactaires, en général, ils prêtent tout le matériel,
le tire-lait ou dans les loups, les flacons. Il y a une traçabilité à faire et puis il y a souvent des règles d'hygiène à respecter pour éviter que le lait ne soit contaminé, qu'on soit amené à le jeter s'il n'était pas conforme. C'est une donnée très fragile. Et donc, il y a un réel besoin. En France, alors nous, sur l'île de France, on a environ 1300 donneuses par an. On aurait besoin d'au moins 1500. On a besoin de collecter au moins 12 000 litres de lait. Et là, cette année, on était descendu à 10 000. On a eu 2 000 litres de lait en moins. Pour nourrir environ un tiers des prématurés de France. Donc, 3 300 prématurés. Sachant qu'il y a 10 000 prématurés en France qui naissent à un poids et un terme qui nécessitent du lait de femme obligatoirement. Il faut savoir que la majorité des femmes en France, malheureusement, expriment des problèmes en matière d'allaitement maternel, plus de 70% des cas, parce qu'elles ont souvent des informations discordantes, pas les bonnes, pas au bon moment. Et donc, il faut profiter de ce temps de maturer cette grossesse et de mettre en place cette grossesse pour se renseigner rapidement sur l'allaitement maternel, aller à des cours de préparation à la naissance, à la parentalité qui intègrent des cours spécifiques à l'allaitement maternel, ne pas avoir d'idées reçues. Allaiter, ça ne doit pas faire mal. Donc, si ça fait mal, c'est que c'est mal mis en place. Donc, il faut repositionner le bébé. Et il faut croire dans tous les stades du lait qui sont adaptés pour l'enfant, quel que soit son stade. Et surtout, il faut se faire accompagner. Le message, ça reste aussi, je prêche pour ma paroisse, que toute maman qui allaite, dans l'allaitement se passe bien, pense à faire don de son lait. Chaque goutte de lait compte, chaque goutte de lait sauve des vies, les plus immatures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez donner votre lait, sachez que c'est possible dans les 19 lactariums régionaux qui sont répartis à travers toute la France. En Ile-de-France, ce sont plus de 3000 prématurés qui ont besoin de ce lait de femme chaque année. Je vous laisse les coordonnées du lactarium d'Île-de-France en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!